Salam alaikum. On commence? Voilà, donc c'est avec plaisir que je vous souhaite la bienvenue à cette conférence pharmaceutique pour l'échange de connaissances, l'innovation et la collaboration dans notre domaine. Nous avons réuni pour vous un panel d'interventions de qualité qui apporteront chacun un éclairage spécifique à travers leur expérience, expertise et leur perspective. La base de la pratique officinale, cas du comptoir. Ce thème sera animé par, pour la première fois, à l'association Tadamon. Ce thème sera animé par professeur Jacques Buxoro, professeur à la faculté de pharmacie de Limoges, enseignant en pharmacologie, chimie thérapeutique, selon spécialité. Encadrement de thèse de doctorat en pharmacie et en sciences. Auteur de nombreuses publications scientifiques nationales et internationales. Je vais donner la parole à docteur Madame Aïcha Zahi pour compléter son CV. Merci à tous. D'abord, je tiens à vous remercier. Je remercie justement toute l'équipe de l'association Tadamon pour leur invitation pour justement ce merveilleux événement. Donc, je complète justement la présentation du CV du professeur Jacques Buxoro. Donc, elle a bien parlé, elle a dit qu'il est professeur à la faculté de pharmacie à Limoges. Il est professeur au niveau des universités, évidemment. Il est rédacteur en chef de la revue de formation pharmaceutique continue. Actualité, ça s'appelle Elsevier. Il a fait presque plus de 1700 conférences post-universitaires sur les thèmes, toujours, les nouveaux médicaments. Alors, 60 publications scientifiques internationales et nationales, plus de 2000 articles pédagogiques pour les équipes officinales et également pour les pharmaciens. De très nombreux ouvrages, des travaux divers, par exemple, il a fait des livres, des rédactions, d'articles et même pour le Vidal. Beaucoup de conférences au congrès, à l'étranger. D'ailleurs, on l'invite toujours pour venir à Officine Expo et même à d'autres formations au Maroc. Et également, il a quelque chose d'extraordinaire. Ce sont des formations réalisées avec des voyages. Il a fait même 25 croisières où il joint l'utile à l'agréable. Il fait des formations pour les pharmaciens et en même temps, les gens profitent soit de la croisière, soit des séjours dans d'autres villes. Par exemple, il a été en Autriche, en Grèce, au Portugal, en Espagne. Donc, je vais vous donner juste le programme de cette présentation qui reste. Donc, vous allez voir que professeur Jacques Buxoro va faire 7 présentations et moi, je vais faire 5 présentations. Je vais juste, avant de lui donner la parole, donc c'est lui qui va commencer, je vais juste donner une idée de ce que c'est le métier du pharmacien, de ce que c'est que même le nom de pharmacien. Je pense que tout le monde sait ce que c'est que le nom de pharmacien, mais je vais vous parler quand même du logo. Voici. Donc je peux faire ça. Et après, je passerai de la théorie à la pratique officinale en mentionnant 5 cas de comptoir. Voici, ça va être mon programme, une fois que le professeur Jacques Buxoro va faire déjà sa présentation. Donc, je voulais juste vous dire, c'est quoi pour vous, pharmacie? Ben, c'est pharmakon, c'est en grec. Ça désigne quoi? Ça désigne justement qu'à chaque fois qu'il y a un médicament au niveau de la pharmacie, il fait remède et poison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, chaque médicament qui est dans la pharmacie, il est utilisé avec le respect de l'indication et les posologies, donc il fait un remède.
Si maintenant ce n'est pas respecté, il peut donner un poison, il peut même donner la mort. Et si je prends l'exemple du paracétamol, si par exemple le paracétamol il est bien pris par le patient, c'est-à-dire par exemple un patient adulte à raison de 1 gramme 3 fois par jour, par 24 heures, donc il aura justement l'indication, il aura le remède de la douleur et le remède de la température. Mais si, par exemple, il double la posologie, ça peut être un problème hépatique, il peut même mourir, juste avec des doses supérieures aux indications qui sont données pour, justement, ce médicament, le paracétamol. Donc, pharmacon, c'est le mot grec, donc comme ça vous rappelle un petit peu de ce que c'est que le métier. Pourquoi on a la couleur verte dans le logo? Eh bien, tout simplement parce que l'origine des médicaments avant, c'était d'origine végétative. Donc, tout ce qui est végétal est vert. Pourquoi on a justement le symbole qui est toujours associé à l'idée de la vie et de la mort? Le serpent. C'est pour ça qu'on a rajouté ça. Et pourquoi justement on a le mortier qui est là? Parce qu'avant, pour fabriquer un médicament, donc on le fabriquait toujours dans ce mortier. Donc ça vous donne une idée de ce que c'est que le logo et le nom du pharmacien. Après la procédure au comptoir, je vais passer ça à professeur Jacques Buxoro. Donc à toi la parole. Ouais. Merci beaucoup Aïcha. Alors tout d'abord, je voudrais remercier tout le monde pour l'accueil qui m'est réservé, bien évidemment. Et pour moi, je vous assure que c'est toujours un honneur, un immense honneur de venir vous voir. Chaque fois que je viens au Maroc, je me fais une grande joie. Je parcours la planète, vous avez pu le comprendre. J'étais récemment en Inde, je pars bientôt au Népal, porter la bonne nouvelle. Mais chaque fois que j'arrive dans un pays, c'est pas la même chose que quand je vais au Maroc. Quand je viens au Maroc, j'ai l'impression de venir chez moi. Peut-être parce que j'y suis venu souvent, mais aussi parce que vous êtes extrêmement chaleureux et accueillant. Et ça se remplace pas. Alors voici le programme. Alors on va aller petit à petit. Je vais essayer de vous donner des notions simples. Vous avez remarqué qu'on a réalisé pour vous un polycopier. Sur ce polycopier, vous allez trouver non pas les écrans, mais des résumés de ces écrans. Voilà, comme ça, vous allez pouvoir repartir chez vous dans vos officines, avec des notions qui vont rester, voilà, parce qu'on écoute quelque chose, souvent, on oublie. Là, vous le ramenez chez vous. Donc, on a préféré faire ça pour vous. Voilà. Donc, après une courte introduction, vous verrez que ce sont des généralités, je vais vous dire un mot sur le long parcours du médicament, parce qu'il faut comprendre que vous avez entre les mains une chose, un médicament. Ce n'est pas n'importe quoi, c'est un produit particulier. Vous allez voir le travail qu'il faut pour fabriquer un médicament. Mais ça, en un slide, je vais aller vite, mais ça va vous montrer le temps qu'il faut pour développer un médicament. C'est pour ça que quand vous donnez un médicament à un patient, c'est un trésor en fait, parce qu'il a suivi un tel parcours que vraiment c'est une petite merveille de la technologie. Alors ensuite, je vais vous définir ce que l'on entend par bon usage du médicament. Dans bon usage, vous avez médicament, vous avez bon et usage, c'est-à-dire le meilleur usage qu'on puisse faire d'un médicament à partir où il est entre les mains du patient. On va prendre quelques exemples. L'automédication, c'est un fléau. C'est un fléau et c'est à la fois quelque chose d'important pour tout le monde parce qu'on peut soi-même s'automédiquer, comme on dit. Mais vous allez voir, il faut faire très attention. Je vais parler évidemment des benzodiazépines, un petit mot là-dessus, parce que c'est aussi un fléau. On en consomme trop. Je ne sais pas dans votre pays, mais dans beaucoup de pays, on exagère. C'est pas bien parce que c'est dangereux. Ensuite, on va faire le bon usage du médicament chez le sujet âgé. Là aussi, il y a beaucoup à dire.
Ensuite, je vais parler du bon usage du médicament par rapport à la conduite automobile. Là, vous allez voir, là, ça peut faire peur. Ensuite, un mot sur les médicaments en pédiatrie, le bon usage des médicaments pédiatriques, le bon usage des antibiotiques, ça c'est clair que c'est très important, et le bon usage des laxatifs. Et puis avec Aïcha, on va s'intercaler, Aïcha va donner des exemples pour que ce soit le plus vivant possible. Première chose, regardez bien, le bon usage du médicament est l'affaire de tous. C'est-à-dire que vous êtes dans une équipe officinale. Alors, je me justifie. Vous avez les pharmaciens, vous avez les aides pharmaciens. Pour moi, c'est l'équipe officinale. C'est indissociable. Une officine ne peut pas travailler sans des aides pharmaciens. C'est l'équipe officinale. C'est pour ça que j'ai créé à Paris un journal, une revue qui s'appelle la revue de l'équipe officinale. Et j'y tiens énormément parce que je pense que vraiment les aides pharmaciens ou préparateurs, comme vous voulez, sont vraiment l'âme de la pharmacie. Comme monsieur le disait tout à l'heure, j'ai tout à fait en phase avec lui. Donc, toutes ces personnes gravitent autour de la santé. Vous avez les médecins, vous avez l'équipe officinale avec le pharmacien et ses adjoints et puis ses aides, mais aussi les sages-femmes, les infirmiers, les kinésithérapeutes, et puis j'ai mis des points de suspension. Tout ça, ça permet de bien soigner le patient et ça permet d'aboutir vers le bon usage du médicament. Alors on peut méditer là-dessus, mais ça, c'est la base. Quand vous avez entre les mains un médicament, dans le médicament, vous avez deux choses. Il ne faut jamais l'oublier. Vous avez le principe actif, celui qui va agir sur la maladie, mais vous avez aussi qui accompagne ce principe actif, vous avez des excipients qui sont incontournables parce qu'ils améliorent la biodisponibilité du médicament. Et c'est ça qui fait l'ensemble du médicament. Et il faut bien le savoir, les deux peuvent générer des effets indésirables. C'est clair. Donc quand vous avez quelqu'un qui a une allergie, par exemple, à un médicament, il faut penser au principe actif, mais aussi il faut penser aux excipients. Ça, c'est la première chose avant de faire une incursion dans le bon usage du médicament. Alors, toujours garder en mémoire les causes des accidents d'origine médicamenteuse. C'est en fait ce que l'on appelle la iatrogénie. Alors, vous avez des causes liées à l'âge avancé du patient. Vous voyez, les paramètres biologiques sont modifiés. Ces patients ont des polypathologies aiguës, mais aussi chroniques. Par exemple, des diabètes, par exemple, des polyarthrites rhumatoïdes, des problèmes cardiaques, etc., etc. Toujours liés à l'âge du patient, des difficultés d'administration, parce que ce patient vieillit et ce n'est pas les mêmes. Il y a des difficultés d'absorption, des oublis de prise, des erreurs, etc., etc. Tout ça, il faut y penser dans le bon usage du médicament. Ce sont des facteurs qui conditionnent le bon usage. Et au fond, à l'officine, l'équipe officinale doit prendre en charge tous ces points pour pouvoir être efficace. Vous voyez, je continue, il y a des facteurs sociaux et environnementaux, l'isolement, le deuil, etc. Ensuite, des causes liées aux médicaments, les effets indésirables, bien sûr, des effets anticholinergiques, par exemple. Vous savez, il y a beaucoup de médicaments. Par exemple, je prends un traitement pour la prostate, eh bien, on donne souvent des médicaments pour traiter la prostate, mais si ce patient prend des anticholinergiques, ça peut lui faire une rétention d'urine. Donc voilà, tout ça, il faut le savoir. Des sédatifs également, etc., etc. Puis, le gros problème des interactions médicamenteuses, mais pas que interactions avec les médicaments entre eux, mais aussi avec l'alimentation, l'automédication, les confusions génériques, princeps, et puis les causes liées à la prescription médicale, parce qu'il y a beaucoup d'intervenants, des généralistes, des médecins spécialistes qui s'occupent d'un même patient, et souvent chacun, vous l'avez peut-être constaté, rédige son ordonnance, et le patient va prendre les ordonnances des deux à la fois. Très souvent, malheureusement, il n'y a pas de symbiose entre les deux. Ils ne communiquent pas assez entre les deux, et ça peut poser des problèmes. Et ça, vous le voyez assez souvent.
des prescriptions non appropriées, c'est-à-dire qui ne conviennent pas finalement au patient, soit des prescriptions excessives ou même une insuffisance de traitement. Et puis aussi, ça c'est très important, et ça prend de plus en plus d'extension, un manque de temps pour réévaluer périodiquement les traitements. En effet, quand mettons, vous avez un traitement, vous avez un patient qui a une ordonnance, eh bien son état va évoluer. Bien, très souvent, on renouvelle, et on ne s'adapte pas aux nouvelles conditions de ce patient, parce que ça peut changer. En 2 mois peut apparaître autre chose, etc. Souvent, les médecins ne réévaluent pas assez les prescriptions. Il faudrait de temps en temps faire un point et réévaluer. Et qui est mieux placé que l'équipe officinale pour se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez ce patient? Cette équipe officinale peut alerter le médecin en lui disant « Voilà, j'ai constaté quand même qu'il y a un petit problème chez mon patient. Voilà, c'est tout bête, mais c'est des points importants qui contribuent au bon usage du médicament. » Alors gardez ça bien à l'esprit, le médicament n'est pas un produit comme les autres. Alors Aïcha, tout à l'heure, va vous développer, d'ailleurs, c'est un de ces slides, va vous développer tout cela, vous voyez, connaître le patient, les besoins, les questions spécifiques, etc., etc. Et puis, elle va prendre des exemples que vous avez ici en vert, avec son beau sourire, comme vous voyez en haut sur la droite. Alors, tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet. Avant d'aller dans les classes thérapeutiques, je voulais vous donner quelques règles de bon usage du médicament à dire à votre patient. Imaginez, vous êtes au comptoir, qu'est-ce que vous allez penser et lui dire? Vous allez lui dire, vous voyez, vous avez un traitement là qui vous a été prescrit par le médecin. Chaque traitement correspond à un cas particulier. Il est fait pour vous. C'est votre médecin qui a évalué votre état, vous voyez, et qui vous a, voilà, qui a conclu, qui a pensé qu'il fallait ce type de traitement. Par contre, il faudra bien lui dire à ce patient d'indiquer à son médecin et à son pharmacien aussi les médicaments qu'il utilise en ce moment. Parce que souvent, on va voir un médecin et puis on ne pense pas à dire qu'on est déjà en traitement et le médecin va traiter la pathologie pour laquelle le patient est venu, puis c'est tout. Mais donc, il faut penser à bien dire au patient, attention, dites bien que vous prenez déjà un traitement afin d'éviter les interactions médicamenteuses. Ça, c'est très, très, très important. Malheureusement, on ne le fait pas assez. Et puis, ce qu'il faut faire aussi, c'est qu'il faudra lui dire à ce patient, signaler à votre médecin votre état de santé, vos antécédents médicaux. Par exemple, je suis allergique à la grossesse, j'ai récemment eu une opération chirurgicale, j'ai une maladie chronique. Il faut qu'il y ait un dialogue. Et ça, il faut que le patient le sache. Alors bien sûr, pour vous, ça paraît évident de dire ça, mais souvent, le patient, lui, il ne sait pas. Il y en a qui savent, mais il y en a d'autres qui ne savent pas. Donc il faut lui préciser tous ces points. Il faudra bien sûr lui dire, ça c'est la règle numéro 1 dans le bon usage du médicament, respecter la prescription. Trop de patients ne respectent pas assez les prescriptions. Le dosage, l'heure de prise, la durée du traitement. Quand on vous dit 5 jours de traitement, ce n'est pas 10. Quand on vous dit au long cours, pendant 1 mois, 2 mois, etc., il faut respecter. Si on vous dit prenez ce médicament avant le repas, c'est important. Vous voyez, tout ça, il faut le dire à son patient. Il faudra lui dire, vous voyez, le médecin, il a marqué que vous preniez votre médicament avant le repas de midi. Il faut le lui dire. Et il ne faut pas qu'il sorte de chez vous sans qu'il ait compris. Est-ce que je me fais bien comprendre là? C'est très, très, très important. Parce que selon le moment où on prend un médicament, l'action n'est pas tout à fait la même. Donc vous pourrez lui dire aussi, vous savez, il y a une notice dans la boîte du médicament. Eh bien, lisez la notice. Conservez-la avec le médicament dans la boîte jusqu'à la fin du traitement. N'hésitez pas, regardez dans les boîtes, il y a des applications. C'est fait pour le patient. Alors, il peut aller sur des sites internet. Mais bon, il faut se méfier. Mais c'est vrai que sur des sites internet, on peut trouver les notices des médicaments.
On tape le nom du médicament, on met 2 points notice du médicament et en général, on peut avoir la notice. Il faudra lui dire aussi, voilà, vous savez, un médicament, c'est fait pour vous traiter. Ça, vous lui dites au patient. D'abord, ça va le réconforter, il va être content. Mais il faut lui dire, malheureusement, tous les médicaments peuvent générer des effets indésirables. Personnellement, je ne connais pas de médicaments, et je peux vous dire, je les connais, les médicaments, mais je ne connais pas de médicament qui n'ait pas d'effet indésirable. Même le paracétamol a des effets indésirables. L'aspirine, n'en parlons pas, beaucoup, etc. Tous les médicaments ont des effets indésirables. Donc, il faut lui dire, voilà, moi, je peux pas, voilà, je vais vous donner peut-être quelques exemples d'effets que vous aurez, mais je ne peux pas tout vous lister. Donc, soyez attentifs. Si vous avez des effets indésirables, des effets qui vous paraissent bizarres, venez me voir, je vous dirai si c'est normal ou pas. Et je vous donnerai la marche à suivre. Donc, parlez-en à votre médecin ou venez à l'officine, nous en parlerons. Voilà. Tout ça, ça contribue à faire un bon usage du médicament. C'est important. Ensuite, il faudra peut-être lui apprendre à repérer ce qu'on appelle, vous savez, la dénomination commune internationale. Par exemple, vous avez le Doliprane, c'est le nom de marque, et la DCI, c'est le paracétamol. Pourquoi? Parce que s'il prend plusieurs médicaments, il peut y avoir le même principe actif dans plusieurs médicaments. Donc il faut qu'il apprenne à repérer le nom de, pas Doliprane, mais paracétamol. Comme ça, il verra que peut-être il prend du paracétamol pour ses douleurs, mais il en prend aussi dans un médicament par ailleurs, il y a une petite dose de paracétamol. Et ça va cumuler. Donc vous voyez, il faut lui apprendre. Alors, s'il a les capacités pour le faire. Mais c'est bien de lui dire, vous voyez, il y a en dessous du nom de spécialité, la DCI qu'on appelle dénomination commune internationale. Alors bien évidemment, toujours dans le bon usage du médicament, ne prenez pas de médicaments périmés, parce que les médicaments périmés peuvent être dangereux. Ils s'oxydent, ils se dégradent, et il peut y avoir des ennuis. Donc pas de médicaments périmés ou utilisés lors d'un précédent traitement. Alors pour plusieurs raisons, parce que s'il a été utilisé pour un traitement antérieur, peut-être qu'il est périmé, il n'est plus en vigueur. Mais peut-être aussi qu'il n'est plus adapté à la personne. Donc il faut faire très attention. Ensuite, toujours dans le bon usage, ne jetez pas les médicaments non utilisés à la poubelle. Ramenez-les-moi à l'officine, je m'en occuperai. Pourquoi? Parce que après ça s'en va dans la nature et il y a des médicaments qui sont relativement dangereux, enfin plus ou moins dangereux. Je l'ai mis en rouge et c'est très important. Tenez ces médicaments hors de la portée des enfants. Ça, c'est primordial. Pourquoi? Parce qu'un enfant qui viendrait à attraper un médicament dans la boîte qui est sur la table, etc., non, ça, c'est pas possible. Donc, mettez-les, vous dites au patient, mettez ce médicament dans un lieu sûr. Vous voyez, vous délivrez, par exemple, un anticoagulant à un sujet qui en a besoin. S'il a des enfants, il faudra lui dire, attention, ne mettez pas la boîte trop près des enfants, mettez-la dans un placard en haut, il ne faut pas que les enfants attrapent ces médicaments. Est-ce que c'est vu? C'est très important. Très important, il y a beaucoup, malheureusement, d'effets graves qui sont dus à l'ingestion des médicaments par des enfants. Alors, optez pour une automédication responsable. Donc, avant de prendre un médicament en accès libre, demandez conseil à l'équipe officinale. Il faut déjà le sensibiliser à cette automédication. Il ne faut pas qu'il le prenne comme ça. Il vaut mieux qu'il demande à l'équipe officinale. Cela vous aidera à choisir le médicament le mieux adapté et vous informera sur la posologie, la durée du traitement, les précautions d'emploi, les interactions, les effets indésirables. N'achetez pas de médicaments via les canaux Internet. Je ne sais pas si ça se fait chez vous, mais en France, c'est très courant que des patients achètent des médicaments sur Internet, et pas que les médicaments, mais beaucoup de compléments alimentaires, et souvent ces compléments alimentaires sont pris n'importe comment, et Aïcha peut vous en parler parce que c'est une nutritionniste, et elle peut bien vous parler de ces problèmes. Méfiez-vous de l'achat sur Internet. Quand on veut un médicament pour se traiter en automédication, il faut demander.
On peut se traiter soi-même si on a l'habitude, mais sinon, il faut habituer le patient à lui dire « Venez me voir, moi je suis là pour ça. Je vous donnerai des tuyaux là-dessus, je vous dirai, je vous donnerai tous les renseignements dont vous avez besoin. » Et puis bien sûr, chez les femmes enceintes, bien préciser, ça c'est numéro 1 du bon usage du médicament chez la femme enceinte, bien dire, vous savez, certains médicaments peuvent être dangereux chez vous. Donc, ils peuvent être dangereux pour vous-même, mais pour l'embryon ou le fœtus. Donc, si vous êtes enceinte, vous ne devez en aucun cas prendre un médicament, ni interrompre un traitement en cours sans avoir pris conseil auprès d'un médecin ou d'un pharmacien, enfin de l'équipe officinale. Voilà, ça c'est important, très important. Alors, un petit mot quand même sur le long parcours du médicament, parce que ça va vous donner, vous allez regarder le médicament sous un autre angle. Vous savez, quand on veut fabriquer un paquet de je sais pas moi, de nouilles, de tout ce que vous voulez, c'est facile, c'est simple, ça ne met pas longtemps. Quand on veut fabriquer un médicament, c'est long. D'abord, il y a toute une recherche fondamentale. Il faut découvrir la molécule. Ensuite, faire une évaluation préclinique chez l'animal. Ensuite, on passe chez l'homme. Sécurité et efficacité pour la déterminer. Vous voyez, les étapes 2 et 3, 10 à 12 ans, ça demande. Vous imaginez l'investissement que ça demande au laboratoire. Ensuite, il faut faire les demandes d'autorisation de mise sur le marché, fixer le prix, etc., etc. Et le médicament arrive enfin sur le marché au bout de, mettons, allez, entre 12 et 15 ans. Vous vous rendez compte? C'est énorme le temps qu'on y a passé. Quand le médicament arrive sur le marché, il va rentrer donc dans la population générale et c'est ce qu'on appelle l'étape de pharmacovigilance. Vous me suivez? C'est là où les pharmaciens, même les patients, les médecins, peuvent déclarer des effets indésirables qui n'avaient pas été repérés avant, lors des études, et ainsi, on va améliorer la connaissance du médicament. Donc voilà, je voulais juste vous faire un clin d'œil. Comme ça, vous regardez le médicament avec un autre œil. C'est un médicament, c'est un produit, en fait, de très haute technologie. Est-ce que je suis clair? Voilà. C'est un médicament noble. Franchement, il faut le vénérer, ce médicament. C'est important. Alors, qu'entend-on par bon usage du médicament? Alors, le bon usage du médicament, c'est pour un patient donné. L'utilisation du bon médicament, c'est-à-dire il faut que le médecin ait choisi le bon médicament, ce qui n'est pas toujours le cas, malheureusement. Alors, je ne veux pas mettre en faute la qualité du médecin, mais c'est vrai que, voilà, il faut y penser. Est-ce que c'est le bon médicament? Ensuite, pour la bonne indication, les cas et situations pour lesquels le médicament a été autorisé et prescrit ou conseillé par un professionnel de santé, à la bonne dose, via la bonne voie d'administration, il faut choisir la meilleure, soit orale, soit locale, soit injectable, soit sublinguale. Ça dépend bien évidemment de la présentation du médicament, mais ça dépend aussi du patient. Parce que certains patients aimeront mieux avoir une voie orale, d'autres peut-être une voie injectable, etc., etc. Pour une durée précise, c'est pas à l'aveuglette, c'est soit pour 5 jours, pour 10 jours, pour 20 jours, pour 1 mois, pour 3 mois, à vie, pourquoi pas, quand c'est un traitement diabétique, et avec un suivi si nécessaire. J'ai mis en vert tous les mots-clés qui font le bon usage du médicament. Le BUM qu'on appelle, bon usage du médicament. Pensez à cela. Donc il faut peut-être en discuter avec votre patient et lui rappeler tous ces points. Et puis surtout, ne jamais perdre de vue, vous, équipe officinale, ne jamais perdre de vue ces points en vert. Voilà. Quand on a compris ça, je pense qu'on peut faire des bonnes choses auprès de sa patientèle. Donc, retenez bien ce petit schéma. D'ailleurs, je crois que je l'ai mis dans le polycopier, vous regarderez, mais il me semble qu'il y est. Peut-être. Voilà, le bon patient, bien sûr, bon moment, la prise se fera au bon moment, le bon médicament, la bonne dose, c'est ça le bon usage du médicament et la bonne voie. Voilà. Quand on a réuni tous ces éléments,
on est dans le vrai. C'est-à-dire que là, on va pouvoir faire des choses constructives et on va pouvoir traiter au mieux le patient. Alors, vous avez quelque chose, mais peut-être vous le connaissez déjà, vous avez certainement entendu parler de la notion de bénéfice-risque. Un médicament, il y a un bénéfice. Bien, l'effet thérapeutique. Mais il y a un risque. Ce sont les effets indésirables. Donc, ce bénéfice-risque est indissociable du médicament, c'est le BR, et il faut l'évaluer. Alors, bien évidemment, pour être commercialisé, un médicament doit avoir un bénéfice-risque positif. Sinon, il n'aurait pas. Si le risque est supérieur au bénéfice, il ne l'aurait pas. Mais dès qu'il est commercialisé, dès que le médecin l'a prescrit à un patient, quand il le prescrit, ce médicament, il faut que le bénéfice soit supérieur au risque. D'accord ? Par exemple, sur l'exemple d'un cancer, si le fait de donner un patient qui a un cancer, le fait de le traiter par un médicament, si, quand on le traite, le risque est pire que le bénéfice, eh bien, on changera de médicament, on ira vers d'autres procédés. C'est vu ? Il faut toujours évaluer ce bénéfice-risque. Alors, le bénéfice-risque est évalué par les autorités sanitaires, avant commercialisation, bien sûr, mais évalué aussi par les professionnels de santé au cours de sa vie. Voilà. Un bénéfice-risque peut évoluer au cours de 2 mois, 3 mois, 4 mois. Un patient prend un médicament, au début, il avait plus de bénéfices que de risques, et puis au bout de 2-3 mois, il a trop d'effets indésirables. Le risque devient supérieur au bénéfice. Théoriquement, le médecin doit changer de thérapeutique ou on doit arrêter le médicament. Est-ce que c'est vu ? C'est grâce à la pharmacovigilance. La pharmacovigilance est une discipline essentielle. Moi, j'étais directeur pendant 15 ans d'un centre de pharmacovigilance. Et je peux vous dire, j'en ai vu tellement de problèmes de médicaments que j'ai pris quand même peur. Mal utiliser un médicament, c'est un danger. Il faut le savoir. On a entre les mains un bon médicament. C'est bien, mais Aïcha a dit tout à l'heure un poison. Et oui, un médicament peut devenir un poison. Alors si un patient reçoit ou prend un médicament dans des conditions qui ne sont pas celles de l'AMM, c'est-à-dire hors AMM, je ne sais pas si ça vous arrive, si vous en voyez, c'est-à-dire des médecins même qui vont prescrire pour un patient un médicament, et si on regarde les indications AMM, on ne les voit pas. On ne voit pas la pathologie dont il souffre. Ça, c'est une prescription hors AMM. Ça ne devrait pas être réalisé. Ou celle d'une recommandation des sociétés savantes. Donc il faut qu'un médicament soit prescrit dans les règles de l'AMM, dans les conditions décrites dans indication. Si on sort de cette indication, on n'est plus couvert. Il y a des risques. Attention. Et ça s'appelle le mésusage du médicament. C'est clair ? Donc vous avez le bon usage du médicament, le mésusage du médicament. Alors, le mésusage du médicament, c'est une survenue de plusieurs effets indésirables qui peuvent aller d'une nausée jusqu'au décès, Aïcha l'a dit tout à l'heure. Hein. Et puis, un double risque, c'est-à-dire une prise également en charge inadaptée de la maladie. C'est-à-dire qu'on a une perte de chance, et en particulier une perte de chance d'amélioration ou de guérison. Donc, attention à ce mésusage du médicament. Mais malheureusement, on le voit. Ça se voit, ça peut se voir. C'est pour ça que vous imaginez, dans l'automédication, ce qui peut se passer. Beaucoup trop de patients prennent des médicaments qui ne sont absolument pas adaptés à leur cas pathologique. Alors, comment faire pour s'assurer du bon usage du médicament par un patient ? Donc, avant de prendre un médicament, alors y compris ceux sans ordonnance, ceux à base de plantes, ceux issus d'une ancienne prescription personnelle, ceux issus d'une ordonnance d'un proche, il faut dire au patient les points suivants. Demandez toujours conseil à un professionnel de santé, alors vous les énumérez bien sûr, médecin, pharmacien,
quand je dis pharmacien, c'est l'équipe officinale, hein, sage-femme, chirurgien dentiste, etc. Et respecter ses conseils. Ça, il faut que le patient le sache. Faire de l'automédication, c'est dangereux et avant de prendre un médicament, quel qu'il soit, même s'il a été prescrit, ça peut être dangereux. En plus du conseil des professionnels de santé, il faut le lui dire, vous pouvez consulter les notices d'information, je vous l'ai dit, elles sont dans les boîtes de médicaments, vous pouvez les retrouver sur Internet, et le résumé caractéristique des produits. Vous savez, le résumé caractéristique des produits, c'est ce qui est, par exemple, dans le dictionnaire Vidal, dans les RCP, etc. Voilà. Donc ça, c'est important. Au moment de la consultation ou au comptoir de l'officine, vous allez dire à votre patient, échangez librement avec les professionnels de santé que vous consultez. Il faut l'éduquer, ce patient. Il faut lui dire, voilà, vous êtes amené à aller chez un pharmacien, à aller chez un médecin. Eh bien, quand vous consultez un pharmacien ou un autre professionnel de santé, un médecin, etc., vous l'informez sur les antécédents. Alors, théoriquement, le médecin pose la question à son patient. Et en général, il lui dit, alors vous avez eu quoi dans votre vie? Vous avez été opéré, vous êtes asthmatique, vous êtes diabétique, voilà, il demande. Mais bon, il faut bien dire au patient, si le médecin ne vous pose pas de questions, dites-lui que vous avez des antécédents, par exemple, diabétiques, que vous avez des antécédents asthmatiques. Il faut lui dire. Parlez-lui de votre mode de vie, parce que c'est important que le médecin connaisse le mode de vie, s'il travaille, etc., etc. Parlez-lui de vos allergies éventuelles. Alors en général, les médecins le demandent. Ils demandent, est-ce que vous êtes allergique à tel médicament? D'accord. Mais des fois, il ne le fait pas. Voilà. Et voilà, quand vous avez quelqu'un à l'officine devant vous, ben, vous pouvez, s'il y a beaucoup de médicaments sur l'ordonnance, vous pouvez lui dire, vous n'avez pas d'allergie particulière à ces médicaments. Vous le faites certainement, vous voyez. Ça, c'est important de lui dire. Avez-vous remarqué que vous avez des allergies à des médicaments, par exemple? D'abord, ça vous rassure, et comme ça permet de faire ce bon usage du médicament. Vos symptômes actuels, même gênants, parlez des symptômes dont le patient souffre actuellement. Vos traitements actuels. Voilà, il faut l'éduquer, ce patient. Ça fait partie du bon usage du médicament, c'est indissociable. Donc, il faut presque lui faire un cours à ce patient. Alors, plus ou moins, bien sûr, parce qu'il y a des patients qui vont accepter, qui vont comprendre, et puis d'autres, malheureusement, vous allez leur parler, mais ils intègrent moins bien. Donc, voilà, en fonction de la personne que vous avez, bien évidemment. Alors, au moment de la prise de médicaments, respectez les modalités de prise qui vous ont été prescrites. Ça, je l'ai déjà dit, mais c'est incontournable. Posologie, dose, heure, fréquence, durée du traitement. Ça, je vous assure qu'à la fin de la session, là, vous allez le maîtriser. Si malgré le traitement, vos symptômes persistent, c'est ce qu'il faut lui dire, s'aggravent ou se répètent fréquemment, demandez l'avis de votre médecin ou venez m'en parler à la pharmacie. En fait, voilà, le rôle du pharmacien, il est essentiel. C'est une profession qui est au carrefour des professions médicales. Vous êtes la personne que le malade vient voir pour prendre ses médicaments, mais presque pour un suivi. Et vous avez ce devoir, et vous l'aurez de plus en plus. Vous devez vous occuper de ces personnes qui prennent un traitement. C'est très important pour lui, et puis il y va aussi de votre renommée. Voilà, c'est important de donner une image de marque de votre métier et savoir que vous êtes une personnalité incontournable du monde médical. Et sans les pharmaciens, c'est dramatique. Bon, au-delà du fait qu'ils donnent le médicament, d'accord? Mais sans ce côté pharmaceutique, ce conseil, etc., ça ne va pas, quoi. C'est pour ça qu'il faut bien garder cette partie qui est très importante pour votre métier et pour les jeunes en particulier. Ce n'est pas des distributeurs de médicaments. C'est je donne un médicament, mais avec un plus, un conseil associé, des questions que l'on pose aux patients, un suivi que l'on va donner. C'est très, très important. Vous voyez, j'ai mis en rouge les points. Ne reprenez pas de vous-même un médicament qui vous a été prescrit ou conseillé
antérieurement. Ça, c'est à dire aux patients. J'en passe. Ne prenez pas de votre propre initiative plusieurs médicaments différents en même temps, de votre propre initiative. C'est l'automédication. Ne donnez pas un médicament à l'un de vos proches, parce que ça se fait. Lui dire « Ah, tu sais, tu as ça. J'ai un truc extraordinaire. Tu vas essayer. » Ah non, non. Un médicament est fait pour une personne à un moment donné. Mais c'est vrai qu'on le fait tous. On dit « Oh, j'ai essayé ce truc, c'est génial. Tu devrais le faire. » Tu parles. Et il va être malade. C'est pas possible. Donc ça, il faut bien lui dire. Il est pour vous et il ne faut pas le donner à un proche. Et ne prenez pas de médicaments d'un proche sans avoir échangé au préalable avec un professionnel de santé. Vous pouvez le faire, mais venez me voir, je vous dirai. C'est ça, le pharmacien, c'est le rempart entre le mauvais rôle du médicament et son bon rôle. Voilà, il est gestionnaire du médicament. Est-ce que je m'exprime clairement? D'où, vous voyez, l'image de marque que vous avez. Il faut la conforter, cette image, et l'amplifier. Et surtout pas devenir un distributeur de médicaments où on appuie sur un bouton et on a le médicament qui sort. Il n'y a pas de valeur ajoutée là. Il vous faut une valeur ajoutée. La valeur ajoutée, vous la trouvez dans plein de points, mais dans un point particulier, le bon usage du médicament. Et puis face à ces situations qui sont sous vos yeux, en rouge, grossesse, allaitement, femme en âge de procréer, allergie à certains produits, âge avancé, maladie chronique, cancer, nourrisson, enfant, il faut leur dire à ces personnes, dites à votre patient de demander toujours un conseil à un professionnel de santé. Il est hors de question qu'une personne, par exemple une femme en âge de procréer, prenne n'importe quel médicament sans coaching médical ou pharmaceutique. Parce que vous savez quels sont les médicaments dangereux. Même si vous ne les savez pas par cœur, vous avez des documents, en particulier le CRAT, C-R-A-T, je ne sais pas si vous le connaissez, qui est absolument fabuleux, qu'on utilise en Europe, qui est formidable. C, grand C, grand R, grand A, grand T. Vous allez sur Internet, quand vous avez une femme enceinte qui vous dit « Est-ce que je peux prendre ce médicament ?» On ne peut pas le savoir, enfin, c'est compliqué. Vous pouvez regarder dans les documents, mais dans les documents, il n'y a pas tout. Vous allez sur Internet, vous tapez C majuscule, R majuscule, A majuscule, T, et là vous allez arriver sur un site et vous allez taper la DCI de votre nom de médicament et on vous dira tout de suite s'il y a un danger ou pas. Ça c'est formidable. Faites-le. Quand vous l'aurez fait une fois, jamais vous ne pourrez vous en passer. C'est un site absolument extraordinaire. Alors il y a aussi quelque chose, je ne sais pas si vous savez ce que sont les mares. Est-ce que vous avez entendu parler de ces mares? Peut-être pas. Je ne sais pas si chez vous c'est très efficient, mais ça va venir. Alors je vais vous dire ce que ça veut dire. Ce sont des mesures additionnelles de réduction des risques. Alors bien sûr, vous avez les mesures de routine, la notice, les conditionnement du médicament, les conditions de prescription et de délivrance, mais vous avez aussi ces ajouts, ces mesures additionnelles qui s'appellent les MAR, qui sont mises en œuvre. En fait, c'est quoi les MAR? Eh bien, quand un médicament arrive sur le marché, il y a la notice, alors il y a la boîte du médicament, bien sûr, à l'intérieur, il y a la notice, et très souvent, il y a en plus des MAR, des mesures, je reviens vers ça, des mesures additionnelles de réduction des risques. Alors c'est quoi? Mais ça peut être des lettres aux professionnels de santé. Le laboratoire, par exemple, lors de la sortie de ce médicament, vous envoie à vous une lettre au pharmacien et à son équipe. Ça fait partie des MAR, en disant voilà, on a mis sur le marché ce médicament, mais attention, il est utilisable dans certaines conditions, délivrable dans certaines conditions, etc. Ce sont par exemple des documents d'information, des programmes d'accès restreint. Par exemple, l'isotrétinoïne, vous connaissez? Voilà. Eh bien, vous avez les noms sous les yeux, antiacnéique, systémique, rétinoïde. Il y a des MAR, mais peut-être que vous connaissiez les MAR sans savoir le nom exact. Voilà, exemple
de l'isotrétinoïne, vous voyez, vous avez un guide médecin, un guide pharmacien, une brochure destinée aux patientes, aux patients, un formulaire d'accord de soins, une carte patiente, un courrier de liaison, etc. C'est ce qui permet de surveiller beaucoup plus un médicament. C'est vu? Ça s'appelle des mares. Voilà, par exemple, on donne au patient, à la patiente, une carte où tout est marqué sur cette carte. Mais vous pouvez la télécharger aussi sur Internet. Vous voyez, il y a une notice qui explique pourquoi ce médicament est dangereux quand on est enceinte. Voilà. C'est vu? Ça s'appelle des mares. Voilà. Alors, on va juste débuter l'automédication. Après, je vais passer la parole à Aïcha. Mais Aïcha, tu t'es en forme? C'est bon? D'accord. D'accord. Alors, d'abord, après les benzos. D'accord. Bon usage des médicaments en automédication. C'est un vaste programme. Comme on dit, il faut se lever très tôt et se coucher très tard pour pouvoir aborder ce sujet. D'abord, la définition. On dit automédication, mais c'est quoi? La vraie définition, c'est l'utilisation par un patient d'un médicament, bien évidemment, sans avoir préalablement échangé, c'est-à-dire consulté, avec un professionnel de santé, dont le pharmacien est un professionnel de santé. Qu'il s'agisse d'un médicament présent dans l'armoire à pharmacie familiale, pris selon sa propre initiative ou conseillé par un proche. C'est-à-dire qu'on va prendre tout seul, dans son coin, chez soi, un médicament. C'est ça l'automédication. C'est dangereux. Sauf si on a l'habitude de prendre du paracétamol parce qu'on a mal au genou, parce qu'on a une douleur, etc., que de temps en temps, on se prend un petit paracétamol pour se faire plaisir et pour améliorer sa douleur. Oui, là d'accord, on peut le faire, ça c'est possible. Mais on ne peut pas le faire dans tous les cas. C'est bon? Même le paracétamol peut être dangereux. Donc c'est ça la définition de l'automédication. Autrement dit, aucun... Alors pourquoi c'est dangereux? Aucun médicament n'est anodin. Chacun peut présenter des risques. Il est donc toujours préférable de demander un conseil. Mettez-le dans la tête de vos patients. Il faut qu'ils le sachent. Vous lui dites, vous ne me dérangez pas, venez me voir si vous prenez un médicament, c'est pas un problème, je vous renseignerai. Et puis c'est bien parce que ça fait un lien entre le patient et vous, ça vous fidélise votre patient, voilà, par des moyens autres que des gros sous, si j'ose dire. Donc ça le fidélise et c'est bien, c'est une bonne chose. Il sait que quand il vient chez vous, ce patient, eh bien, il aura confiance et il repartira avec un conseil éclairé. Et il ne fera pas de bêtises. Voilà, ça c'est important. Alors, que dois-je dire à mon patient pour sécuriser l'automédication? Non, prendre le médicament de votre propre initiative peut être justifié uniquement dans l'apparition de symptômes bénins et bien connus. Par exemple, la douleur, mais aussi, Aïcha va le faire tout à l'heure, le rhume. Le rhume, on peut faire de l'automédication, mais pas avec tout. Il y a des médicaments qu'on ne peut pas prendre parce qu'il y a des vasoconstricteurs puissants et ça peut être tout à fait dangereux. Dans ce cas, respectez toujours les conditions d'utilisation. Si vous utilisez un médicament en automédication, bien respectez tout ce qui figure sur la notice des médicaments, la dose, la durée, voilà, les modalités de prise. Faites très attention aux contre-indications, effets indésirables et précautions d'emploi. C'est pour ça que lui, il n'a pas la science infuse, le patient. C'est pour ça qu'il est bien qu'il vienne vous voir, parce que vous savez tout ça, et vous allez lui donner le bon message. N'augmentez pas les doses en pensant que le médicament agira plus vite, parce que des fois on se dit, tu vas voir, j'ai pris un paracétamol, là j'ai encore mal, j'en reprends, il n'y a pas le temps nécessaire. C'est dangereux. Ne mélangez pas les médicaments. Si on fait de l'automédication, il vaut mieux rester sur un qu'on a bien maîtrisé. On a demandé conseil au pharmacien, il vous a dit oui, vous pouvez le prendre, mais on n'en prend pas d'autres tout seul. Parce qu'il y en a qui peuvent se dire « Ah ben tiens, je vais prendre ça en plus, tu vas voir, ça va être mieux. » Ne multipliez pas les prises, cela peut être dangereux, voire aggraver la situation. Si vos symptômes persistent plusieurs jours et se répètent régulièrement, indispensable de consulter un médecin. Alors certes, ils peuvent venir à l'officine, mais dans ces cas-là, à mon avis, si vraiment les symptômes persistent, malgré le médicament
pour lequel vous aurez pratiquement donné votre feu vert, il faut qu'il consulte. Parce qu'il y a peut-être quelque chose de plus grave, il lui faudra peut-être un bilan sanguin, il lui faudra peut-être des radios, etc., des IRM, des scans, pourquoi pas. Voilà. Il est indispensable dans ce cas d'aller consulter un médecin. Si vous êtes atteint d'une pathologie chronique, si vous êtes enceinte, vous allaitez ou vous prenez déjà un médicament, ne faites pas l'automédication, c'est clair. En particulier la femme enceinte, c'est clair. Mais, vous voyez, l'insuffisance rénale ou hépatique, c'est pareil. L'insuffisance cardiaque, c'est pareil. Donc, gardez bien ça en mémoire, vous dites bien à votre patient, seul un professionnel de santé pourra vous dire si vous pouvez le prendre et à quelle heure. Certains médicaments interagissent entre eux, vous le savez. Ça s'appelle des interactions médicamenteuses. Donc, soyez vigilants à la prise simultanée de plusieurs médicaments. Si vous en prenez un, puis deux, puis trois, etc., ça ne va pas le faire, parce qu'il y a des interactions qui peuvent survenir. Attention au surdosage. Certains médicaments sous des noms de marques différents peuvent contenir la même substance active. Vous le savez. Vous savez lire le nom de spécialité. Vous savez lire la composition. Mais le patient, lui, ne sait pas. Parce que la DCI, pour lui, c'est souvent des noms barbares et complexes, il ne comprend pas. Donc, voilà, il faut faire attention. Donc, il peut se prendre 2-3 médicaments, par exemple, à base de paracétamol. Vous voyez, ça, c'est dangereux. Il peut se prendre plusieurs médicaments avec un de l'aspirine, l'autre de l'ibuprofène, qui sont tous les deux des AINS et qui peuvent être dangereux. Ça, c'est important. Ensuite, le bon usage des benzodiazépines. Et puis, je vais passer la parole à Aïcha et je finirai après. D'abord, juste pour votre culture personnelle, on parle très souvent des benzodiazépines. Alors peut-être vous ne le savez pas, mais ça vient de leur structure chimique. Donc, vous commercialisez soit des benzodiazépines, soit ce qu'on appelle des apparentés aux benzodiazépines. C'est-à-dire ils ont les mêmes propriétés pharmacologiques, mais ils n'ont pas les mêmes structures. Par exemple, c'est le zolpidem, c'est le zopiclone. C'est vu? Alors, pourquoi benzodiazépine? Simplement la petite anecdote. Dans benzodiazépine, vous avez le mot benzo. C'est un cycle benzénique qui vient du benzène. Vous voyez, en rouge, je l'ai mis là. Cycle benzénique. Ensuite, benzodiaz. Il y a 2 azotes. Diaz, 2 azotes. Vous voyez, NH, N. Il y en a même 3 en bas. Mais ça, c'est le substituant. Diaz, EP. Ça veut dire un cycle à 7 c'est le nom du médicament, la cocaïne, la morphine, etc. Donc maintenant, quand vous allez vendre, délivrer une benzodiazépine, vous allez penser à Jacques Bouxereau. Vous allez dire, je me souviens qu'à Agadir, un soir, il nous avait dit ce qu'est une benzodiazépine. Bon, ça c'est pour la petite anecdote. Gardez ça à l'esprit pour être à fond dans le bon usage des benzodiazépines. Les benzodiazépines, c'est 5, les doigts de la main, 5 propriétés pharmacologiques fondamentales. L'anxiolytique, c'est la première propriété. D'ailleurs, c'est très souvent utilisé pour cela. Donc, donné dans l'anxiété sévère ou invalidante. Vous voyez, anxiété sévère, d'accord? Ou invalidante. Vous voyez où je veux en venir? Il ne faut pas s'habituer à ces bêtes-là. Ensuite, les benzodiazépines sont sédatives. C'est-à-dire quand vous en prenez, vous avez envie de dormir. Hypnotique. Sédative hypnotique. Donc, ça peut servir à traiter l'insomnie sévère. Sévère. Donc, de courte durée, quoi. Il ne faut pas trop longtemps. Mais il y a aussi d'autres propriétés. Et ça, on l'oublie assez souvent. Les benzodiazépines sont myorelaxantes. D'accord? C'est pour ça qu'elles font merveille dans les contractures musculaires. C'est important. Vous voyez, par exemple, une benzodiazépine, si un asthmatique ou un bronchitique prend trop de benzodiazépine, ça va lui faire de la myorelaxation au niveau des muscles de sa cage thoracique et ça ne va pas faciliter sa respiration.
Donc ça peut être dangereux chez lui, il faut y penser. C'est un anticonvulsivant. Donc il y a des malades, effectivement, qui ont besoin, pour leur épilepsie, d'être traités par des benzodiazépines. Mais voyez, je l'ai mis en rouge. Une benzodiazépine est amnésiante. C'est un effet indésirable. Alors, ça vous est peut-être arrivé, mais ça ne vous est peut-être pas arrivé. Quand on prend une benzodiazépine, vous pouvez avoir ce qu'on appelle un effet amnésiant à l'emporte-pièce. C'est-à-dire que d'un coup, vous ne vous souvenez plus de rien. Ça va durer 10 minutes, un quart d'heure, 15 minutes, 1 heure, c'est comme ça. Ça s'appelle l'effet amnésiant. Et c'est pour ça que c'est utilisé par certains en mettant dans de l'alcool pour plus savoir, la personne qui va prendre ce cocktail va plus savoir. Alcool, benzodiazépine. Donc pensez à ce mot amnésiant. Donc 5 propriétés pharmacologiques. Alors c'est bien compliqué. Le mode d'action, ils agissent sur les récepteurs du GABA. Ça vous le verrez dans tous les documents. Le GABA, c'est l'acide gamma-aminobutyrique. C'est ce qu'on appelle un neurotransmetteur inhibiteur, c'est-à-dire qu'il inhibe les transmissions nerveuses. Voilà. Donc en fait, l'augmentation de la liaison du GABA à ces récepteurs diminue l'activité neuronale. Et c'est en diminuant cette activité neuronale qu'il va y avoir cet effet de sédation, cet effet hypnotique, etc., etc. Donc, en ce qui concerne les benzodiazépines, il faut d'abord éliminer la présence de pathologies. Par exemple, l'apnée du sommeil, l'hyperthyroïdie, les troubles psychiques, la dépression, etc., pour lesquels il y a des traitements spécifiques. Mais quand il y a une anxiété qui ne s'explique pas par une pathologie quelconque, il vaudrait mieux, ça fait partie du bon usage du médicament, plutôt que d'utiliser une benzodiazépine, il vaudrait mieux utiliser des solutions non médicamenteuses. Ça, c'est important. Par exemple, une prise en charge psychologique, des activités physiques ou relaxantes, qu'on appelle les activités physiques adaptées, relaxantes, une adaptation de l'environnement, favorisant la bonne qualité du sommeil, etc., etc. Voilà, donc, dans la mesure du possible, quand vous avez un conseil à donner à un patient, ça fait partie du bon usage du médicament, quand vous avez sur une ordonnance une benzodiazépine, essayez de discuter avec lui. Vous allez lui rendre service. Vous commencez le discours en lui disant, voilà, il y a longtemps que vous prenez ce médicament. Oh, il dira peut-être, oui, je ne peux pas m'en passer. Il faut lui expliquer. Vous savez, ce n'est pas tellement recommandé, les benzodiazépines. Ça s'appelle des benzodiazépines, mais ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. Parce qu'au long cours, ça peut atteindre vos facultés de mémoire, etc., etc. Donc si on peut, on pourrait peut-être trouver une autre solution pour que vous puissiez vous traiter. Alors si c'est le sommeil, c'est plus facile, parce que voilà, on sait les méthodes que l'on a pour traiter une insomnie sans benzodiazépine. Voilà, mais ça, tout ça, il faut lui en parler. Les benzodiazépines, vous voyez les effets indésirables, c'est pas négligeable. L'amnésie, les troubles de la mémoire, donc l'amnésie, la somnolence, vous imaginez, pour la conduite automobile, ce que ça peut faire. Mais il y a quelque chose que peut-être vous ne connaissez pas, mais vous l'avez certainement lu dans la notice des médicaments. Quand on prend une benzodiazépine, alors il y en a beaucoup de personnes qui en ont pris dans leur vie, ne serait-ce que quelques jours, quelques heures, ça peut arriver. Eh bien, il peut y avoir ce que l'on appelle des réactions psychiatriques paradoxales, nervosité et agitation. Et je vais vous raconter une petite histoire, mais qui est tout à fait véridique. J'étais président de jury du bac, mais je surveillais aussi les épreuves du bac, parce que les universitaires sont appelés pour le bac. Et un jour, dans une session du bac, je surveillais tranquille, j'étais à mon bureau, je regardais si tout se passait bien. Et il y a une jeune fille qui se lève, qui se met dans l'allée centrale, et qui se met à hurler, à gesticuler dans tous les sens, à être complètement, mais à la masse, passez-moi l'expression. Et j'ai tout de suite capté. Bon, je l'ai pris à part, et je lui ai dit, mais vous avez pris peut-être quelque chose avant de venir? Et elle m'a dit, oui, maman m'a donné un nom. J'ai dit,
Mais oui, ça s'appelle une benzodiazépine. Et vous venez de faire une réaction paradoxale. Et alors elle était stupéfaite. Elle m'a dit, monsieur, plus jamais je prendrai ce truc-là parce que c'est horrible. Mais je vous assure, elle était complètement en psychiatrie totale. Mais c'est ça une réaction psychiatrique paradoxale. Donc vous allez peut-être en voir dans votre vie d'officine. Ça fait partie des effets indésirables des benzodiazépines. Et puis bien sûr, chez les personnes âgées, les chutes, les troubles cognitifs, etc., etc. Voilà, les principaux effets indésirables, donc il faut bien les connaître, hein, je vous le rappelle, c'est essentiel. La prise de benzodiazépine diminue fortement la capacité à conduire, mais aussi à conduire des machines, à utiliser des machines. Vous le voyez, conduite automobile, utilisation de machines, que ce soit dans une activité professionnelle ou de loisir. En cas de surdosage ou d'association à un opioïde, alors c'est dramatique, si vous associez évidemment les benzos et un opioïde, eh ben, ça ne va pas le faire, hein. Vous risquez d'avoir des gros soucis de somnolence pour aller même jusqu'au coma. Risque de dépendance et de tolérance. Regardez bien ce qui est encadré en vert. Le risque de dépendance augmente avec la dose et la durée du traitement. En conséquence, les benzodiazépines ne doivent être utilisées que pour une courte durée, de quelques jours à 3 semaines, dans l'insomnie. Retenez ça. Donc, bon usage du médicament, en particulier des benzodiazépines. Discutez avec votre patient, pour essayer de voir si vous ne pouvez pas lui trouver une autre solution, une autre possibilité, hein, c'est clair? Donc, proposez à votre patient des possibilités non médicamenteuses. Vous avez tout ça. Les plantes, c'est génial, hein, regardez, c'est magnifique, hein, mais c'est très intéressant. Aussi, ça va du tilleul, en passant par l'aubépine, en passant par le houblon, tout ce que vous voulez. Vous êtes très fort là-dessus, sur l'utilisation des plantes, surtout au Maroc, vous avez cette réputation, c'est certain. Et puis, pensez à ça. Il faut lui dire ça. Il faut lui dire relaxation, yoga, détente, méditation. Donc, vous voyez, retenez de ce bon usage du médicament des benzodiazépines, leur danger. Dans la mesure du possible, je persuade mon patient, c'est pas toujours facile, d'abandonner. Alors pas abandonner d'un coup, hein, oula non, mais petit à petit, sous contrôle médical, évidemment, de lui offrir d'autres possibilités en lui disant, il y a autre chose qui peut marcher, voilà. Et dans tout ça, vous avez aussi la bonne nutrition. Aïcha est très forte là-dessus et pourra vous indiquer ce qu'on peut faire aussi pour aller vers la détente et le meilleur sommeil. Bon, voilà, on arrête et on va après passer sur le sujet âgé. Alors, je ne sais pas ce qu'il faut que tu fasses. C'est bon, ça va aller, ça va le faire.